Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la présentation des grandes tendances des avantages sociaux en France sur les prochaines années. C'est un webinaire en fait qui s'inscrit dans une série de webinaires que nous avons réalisés à la fois sur la partie retraite et sur le bien-être. L'objectif de ce matin, c'est de vous présenter les résultats d'études que nous avons menées au sein du groupe Willis Towers Watson. Alors on fera vraiment un zoom sur la partie France, qui sont les chiffres que j'aurai le plaisir de vous présenter, et puis de vous donner un peu les conclusions que nous en avons tirées. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 10 ans, Willis Towers Watson sont des employeurs, les salariés et également les assureurs, pour obtenir leur vision sur les préférences en matière de santé, de retraite et d'avantages sociaux. Vous pouvez le voir sur l'écran qui apparaît. Nous réalisons 3 grandes enquêtes. Benefit Trend Survey, dans laquelle nous interrogeons les employeurs sur leur stratégie et les priorités en matière d'avantages sociaux, à la fois sur le court et moyen terme, mais également sur le long terme. Donc ça, c'est la première enquête sur laquelle vous retrouvez à peu près plus de 4000 employeurs dans plus de 70 pays. Et en France, on fait effectivement un zoom spécifique. La seconde enquête qui est Global Medical Trend Survey, dans laquelle nous interrogeons les principaux assureurs, donc près de 200 assureurs dans 60 pays, sur l'inflation des coûts de la santé et les principales causes de ces hausses, ce qui nous permet de mettre en valeur un peu les grandes tendances financières du coût des bénéfices. Et puis la troisième enquête, qui est une enquête extrêmement intéressante également, qui est Global Benefits Attitude Survey, dans laquelle nous interrogeons cette fois les salariés, essentiellement dans des grands groupes, pour comprendre leurs préférences et les besoins, comportements relatifs à leurs avantages sociaux. Comme vous pouvez le voir, ce sont des enquêtes qui sont mondiales, qui sont également réalisées en France. Euh, la dernière enquête GBAS, donc Global Benefit Attitude Survey, c'est à peu près 30 000 réponses dans le monde sur des collaborateurs. C'est réalisé majoritairement dans 22 pays. Et la France, en fait, reprend à peu près 1 millier de personnes qui sont interrogées sur ces sujets. Quand on regarde globalement et là, dans le monde les grandes tendances, les facteurs d'évolution qui impactent aujourd'hui les bénéfices, c'est au dire des entreprises comme des salariés, on retrouve essentiellement des grands thèmes comme l'accélération des mutations. On voit que les sujets sont de plus en plus difficiles à prendre en main parce que ça va plus vite. On change beaucoup plus facilement qu'il y a une vingtaine d'années. Et ça se passe au niveau à la fois mondial, au niveau local, à tout niveau, les stratégies commerciales, le business changent. Et ça, c'est une vraie grande tendance qui impacte euh, ben, l'intégralité des packages de bénéfices. On a également une augmentation des coûts. La santé, on le sait tous, a une inflation quand même forte et continue, qui, que ce soit en France ou dans le monde, continue de sous-tendre l'évolution de tous ces packages. On voit également des besoins accrus en termes de productivité. Les entreprises sont plus regardantes sur la productivité de leurs salariés et commencent à réfléchir sur le bien-être, qui est le pendant, sur le bien-être des salariés pour que la structure de rémunération globale, qui quand même comprend à la fois la partie bénéfices mais aussi les salaires, permette de garantir une rétention et une attractivité également dans l'entreprise. Le thème également qui est un thème majeur et que vous retrouvez au centre, la segmentation, le sur-mesure, la personnalisation des offres, c'est une des grands enseignements de toutes ces enquêtes où on voit effectivement que les entreprises cherchent dans la perspective de rétention, de motivation, d'engagement, les entreprises cherchent à adapter les packages de rémunération, les packages de bénéfices en sur-mesure pour chaque salarié, non plus pour l'entreprise dans sa globalité, parce qu'elle souhaite toucher l'individu et pas simplement un groupe de collaborateurs. Et puis,
c'est une tarte à la crème, mais qui est importante de rappeler, la technologie et la digitalisation sont également des tendances qui viennent impacter, hein, nos sujets, parce qu'elles permettent aujourd'hui de penser différemment la mise à disposition des services et de l'offre, notamment dans sa dimension individuelle, et à des coûts qui sont encore supportables par les opérateurs et par l'entreprise, parce que le digital permet de faire moins cher que ce qu'on a connu il y a quelques années avec le papier. Donc les grandes tendances, vous voyez que j'en ai laissé passer quelques-unes, hein, mais on retrouve vraiment quel que soit le pays dans le monde, à travers ces études, on peut vous le dire, les mêmes tendances de fond qui touchent les entreprises, qui touchent les salariés dans leur package. Alors, on a interrogé les entreprises. Vous voyez en bas à gauche de l'écran BTS, donc c'est Benefits Trend Survey. C'est l'étude dans laquelle nous interrogions les employeurs. Et là, on est vraiment sur les employeurs en France, hein, qui ont été interrogés. On leur a demandé, mais quelle est l'importance des facteurs suivants dans la conception de vos programmes d'avantages sociaux, et est-ce qu'ils sont importants ou très importants? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le principal facteur d'influence est celui des benchmarks. Les entreprises en France veulent se comparer avec leurs pairs et dans une moindre mesure avec des entreprises précises et directement concurrentes. L'approche concurrentielle est importante parce que sur des talents, on peut être amené à être en concurrence avec son principal concurrent commercial, mais ça peut être avec son prestataire, avec son fournisseur, voire avec son client. Et, euh, et cette vision comparée des bénéfices pour savoir si je suis plus ou moins attractif est de plus en plus importante et devient un élément extrêmement important dans la conception de vos programmes. On voit également, et c'est le deuxième sujet, hein, une préoccupation croissante qui est de répondre aux besoins des collaborateurs. On en parlait tout à l'heure dans les grandes tendances mondiales, hein. On est là sur la personnalisation, c'est un des vrais sujets qui ressort. Comment est-ce que je fais en sorte que ce que je propose à mes collègues, à mes salariés, corresponde exactement à ce qu'ils attendent. Et vous le voyez, hein, à travers les éléments, on voit bien cette tendance à arriver, notamment avec des enquêtes internes auprès des salariés qui sont de plus en plus fréquentes. Le troisième grand facteur qui était souligné par les employeurs, c'est le besoin de cohérence globale des programmes. Alors, cohérence globale au sens anglo-saxon quand vous êtes sur des multinationales, c'est-à-dire avoir un package qui soit à peu près le même partout dans le monde. Cohérence globale également avec des groupes en France qui veulent avoir d'une branche à l'autre des choses qui soient cohérentes. Euh, alors, par exemple, des garanties, ça se passe pas forcément toujours sur l'intégralité des packages et sur l'intégralité des garanties, mais on voit par exemple les garanties d'essai minimum qui sont organisées partout dans le monde de la même manière, des congés maternité minimum pour tous, l'accès à la vaccination pour tous. Voilà, ce sont des bénéfices qu'on voit bien arriver comme étant aussi un besoin d'avoir des choses cohérentes d'une entreprise à l'autre au sein d'un même groupe. Euh, le sujet également qu'on retrouve derrière cette cohérence globale, c'est l'accès à l'offre, qui est une nécessité puisque on essaie d'uniformiser, de simplifier, voire d'harmoniser les offres. On a beaucoup d'études d'ailleurs qui se font sur ce genre de sujet. Et tout cela s'inscrit dans un constat qui est assez intéressant, c'est que les employeurs au final sont conscients de la nécessité d'une transformation de leur proposition de valeur sur les bénéfices parce que ils ont le sentiment d'être un peu en décalage par rapport à ce que les collaborateurs perçoivent en termes de valeur ajoutée sur ces aspects. Alors justement, on leur a demandé, mais en termes de stratégie santé et de bien-être, euh, quelles démarches avez-vous entrepris jusqu'à présent et quelles démarches envisagez-vous d'entreprendre sur les 3 prochaines années? Et vous voyez en fait les personnes les entreprises qui sont dans je n'ai aucune stratégie, j'ai adopté une stratégie, j'ai communiqué et mis en œuvre ma stratégie, où je suis vraiment dans de la différenciation et de la personnalisation.
La grande tendance aujourd'hui, c'est que 60% des entreprises en France déclarent n'avoir encore mis aucune stratégie formelle, et on est bien sur une stratégie formelle de santé bien-être, sur une proposition de valeur qui sous-tendrait les programmes de protection sociale. Mais elles sont conscientes malgré tout de l'insuffisance de la communication sur ce qui existe, et quand vous regardez à l'autre bout de la page, 60% d'entre elles, et on peut même dire 72% en Europe, donc c'est une vraie tendance de fond, ont prévu de s'inscrire dans les 3 prochaines années dans une stratégie de différenciation et de personnalisation pour se démarquer des concurrents et retenir les talents, puisque c'est vraiment ça en fait qu'on perçoit dans les résultats de cette enquête. Alors les freins qu'on rencontre et que les entreprises rencontrent dans la mise en place de ces sujets, alors on les voit apparaître en jaune, les contraintes juridiques ou fiscales, le cadre réglementaire, la complexité de la gestion sont principalement les freins que vous rencontrez au quotidien. On voit également la lourdeur des négociations avec les partenaires sociaux et la résistance parfois au changement et à l'innovation, qui sont un frein spécifique à la France, qu'on retrouve en particulier sur qu'est-ce que vous allez faire de mes données, pourquoi vous avez besoin de faire ce genre de choses, et pourquoi est-ce que vous intervenez dans ma santé. Ce sont des sujets que vous rencontrez en fait en termes de freins sur le développement de ces choses. Euh, et d'ailleurs, quand on regarde un peu les packages en santé et en prévoyance, on peut se dire que c'est souvent le reflet de la moyenne d'âge des partenaires sociaux qui les ont négociés, puisqu'ils vont avoir des tropismes qui ne sont pas forcément représentatifs avec les classes d'âge ou la représentation de l'entreprise. Alors, pensez-vous que employeurs et salariés sont en phase d'ailleurs sur ce qu'ils devraient faire? Euh, Quand on interroge les employeurs, 70% d'entre eux pensent que les collaborateurs sont plutôt contents en fait des programmes d'avantages sociaux. 58% d'ailleurs pensent même que cela améliore l'attraction et la rétention des collaborateurs. Et 46% sont persuadés que ça améliore l'engagement des salariés. Alors, on a fait un effet miroir, puisqu'on a interrogé les salariés sur le même sujet, et là, seulement 47% des salariés considèrent que leur programme d'avantages sociaux répond à leurs besoins. Donc d'un côté, des employeurs qui surestiment l'intérêt perçu par leurs salariés sur ces programmes, et de l'autre côté, une approche un peu mitigée, c'est-à-dire la moitié à peu près considère que ça répond, l'autre moitié, et la majorité au final, pense que ça ne répond pas à leurs besoins. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, la question suivante c'est mais qu'est-ce qu'ils attendent en fait ces salariés qui ne sont pas satisfaits, on ne peut pas dire qu'ils soient mécontents, mais qui ne sont pas satisfaits de leur package d'avantages sociaux. Et on leur a demandé mais si vous pouviez changer dans votre package des avantages, lesquels et dans quelle proportion? Et donc, vous voyez, on a listé la retraite, les renforts optiques dentaires, les frais de santé, la protection financière, les congés supplémentaires, les programmes de santé et bien-être, les garanties d'essai, la sécurité financière qui est assez large, et les assurances personnelles. Et en fait, vous voyez pour chacune de ces lignes la répartition en fait des souhaits des collaborateurs. Notamment, on voit ressortir la retraite, qui est le premier sur lequel les salariés souhaiteraient qu'on aille plus loin. 49% disent qu'il faudra en faire plus, 15% disent qu'il faudra en faire beaucoup plus. Donc on est vraiment sur des attentes fortes sur ce sujet de la retraite. C'est pas spécifique à la France. Il y a effectivement un tropisme en France par rapport aux réflexions qu'il y a sur la réforme des retraites depuis quasiment 25 ans maintenant. Mais il y a une vraie crainte en fait qui ressort sur ce sujet. Et je vous engage à réécouter le webinaire qui avait été réalisé par Mourad Bentoumi et Pierre Wendling il y a une dizaine de jours sur le sujet de la retraite. Beaucoup d'éléments viennent étayer cette réflexion autour de l'intérêt que vos salariés ont autour de ce sujet. On voit que le deuxième thème qui ressort, c'est la santé, avec les renforts en optique et en dentaire. Très bizarrement, alors que les complémentaires santé sont quand même plutôt généreuses dans les contrats collectifs, donc les contrats d'entreprise, on voit que les collaborateurs attendent malgré tout que les garanties soient fortes.
les lunettes et le remboursement des frais dentaires, il faut en faire plus, à 41%, beaucoup plus, 16%. Donc on voit qu'il y a une vraie attente sur ce sujet-là. La santé, pardon, et les frais de santé de manière générale, la tendance est à peu près la même. Donc on voit qu'il y a des problématiques de ce type-là qui deviennent particulièrement prégnantes pour vos collaborateurs. Excusez-moi. D'ailleurs, mes frais de santé parlant, j'ai mes problèmes de gorge qui reviennent. Et puis, on voit ensuite arriver le sujet des congés supplémentaires, les programmes de santé bien-être, c'est-à-dire les sujets liés vraiment au bien-être, au well-being maintenant, qui est le terme anglo-saxon qui se déploie. Il y a une attente en fait sur des salariés sur ces sujets-là. On verra tout à l'heure que l'attente est quand même très particulière, c'est-à-dire qu'ils attendent que on leur apporte ces avantages, mais ils ne souhaitent pas que l'entreprise soit l'acteur principal ou qu'elle soit partie prenante dans ce sujet-là. Je vous engage d'ailleurs sur le sujet du bien-être à réécouter l'autre webinaire qui a été fait par Anne Cavell sur le bien-être qui fait aussi écho à ce genre de sujet, puisque ce sont les mêmes études qui ont été traitées à la fois sur la partie retraite et à la fois sur la partie bien-être. On leur a demandé pour aller un peu plus loin, mais du coup vous voulez changer les choses, c'était le slide qu'on voyait précédemment. Est-ce que vous seriez prêt à financer quelque chose en plus? Et si oui, quel sujet? Et on a, du coup, pour simplifier la lecture, on va considérer qu'on leur a donné un budget de 100 euros et on leur a dit, mais si vous deviez le réallouer, où est-ce que vous le mettriez? Et là, vous voyez que la retraite et la finance, donc la sécurité financière, ressort à 33%. C'est-à-dire que c'est une inquiétude qui est assez prégnante sur les collaborateurs. Ensuite vient la santé, qui pour 21 euros. Donc on retrouve bien les deux thèmes précédents. Ça signifie bien qu'il y a 33% des gens qui sont prêts à mettre de l'argent en termes de bénéfices en complément sur améliorer ma retraite, améliorer ma santé. Sur les congés et la thématique de la protection financière, on retrouve également 20% et 17% qui seraient réalloués sur ce genre de sujet. Et puis 5 euros seulement seraient alloués à des programmes de santé bien-être. Donc vous voyez que tout à l'heure, il y avait une attente quand même des salariés sur... ils voudraient avoir du bien-être dans leur package de bénéfices, mais ils ne seraient prêts qu'à mettre 9 euros sur 100 pour financer quelque chose. Donc ils attendent qu'on leur offre ce type de programme, mais comme je le disais, ils ne sont pas forcément prêts à le financer. Maintenant, sont-ils satisfaits du choix qui leur sont proposés aujourd'hui? Alors on les a interrogés, on leur a demandé, mais du coup, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Est-ce que votre programme offre la diversité, la flexibilité qui vous semble nécessaire pour répondre à vos besoins à vous et pas forcément aux besoins génériques de l'entreprise? Et là, on voit que en France, 34% des gens disent ben oui, ça répond à ça. Ça signifie que, à contrario, 66% des gens, 2 tiers, ne sont pas persuadés que leur programme soit très large en termes de propositions et encore moins flexible. Et que ça ne répond pas spécialement à leurs besoins à eux, mais à des besoins. La tendance est la même partout en Europe de l'Ouest. Vous voyez le chiffre, 32% des gens qui sont d'accord avec cette assertion, pour 34% en France. Alors, quand on interroge les entreprises sur comment ils perçoivent l'importance de diversifier et assouplir l'offre d'avantages sociaux l'année prochaine ou sur les 3 prochaines années, on a repris en fait des items importants ou très importants. On voit que les employeurs ont conscience de cette problématique de l'individualisation, qu'on ne peut pas rester sur un sujet simplement de j'ai un package qui s'applique à tout le monde, et il faut arriver à assouplir et diversifier cette offre. Ceux qui les envisagent, d'abord, les options dans les programmes de frais de santé. On peut dire aujourd'hui que le principe en santé de la base plus options est devenu un standard,
de plus en plus d'entreprises y sont passées. On laisse aux salariés le choix de améliorer un peu son régime, voire même de rajouter une surcomplémentaire, hein, puisque c'est une grosse tendance de fond depuis le contrat responsable. Ils envisagent également d'élargir le choix sur d'autres programmes, la prévoyance, la retraite par exemple, par l'ajout d'options individuelles facultatives. Alors, c'est vrai que sur la prévoyance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours général, hein, ça existe, mais encore assez peu. Et on voit qu'on commence à se dire, ben, qu'est-ce que je peux proposer de plus en termes de flexibilité sur mes packages pour permettre aux salariés de faire un choix, en fait, sur le sujet. Quant à se lancer sur de nouveaux bénéfices, que ce soit les crèches, des risques cardiovasculaires, là, on voit que l'enthousiasme est plus mesuré, et d'ailleurs, c'est plus mesuré en France. On est à 37% des entreprises qui pensent qu'ils vont élargir un peu le scope, 50% en Europe, hein, et dans zone IMEA. Ça prouve bien qu'il y a une espèce de mesure dans l'enthousiasme sur ce genre de sujet. Quant à l'expérience d'achat positive pour les collaborateurs, on voit bien que on est sur des approches de pionniers, hein, avec l'émergence notamment des portails d'expérience salariée, les fameux EVP, hein, Employee Value Portal, qui sont des extranets de l'entreprise pour apporter à ses salariés une expérience collaborateur unique. Là, on voit qu'en France, on est à 18% d'entreprises qui envisagent de le faire, 25% sur la zone IMEA, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Mais c'est quelque chose qui émerge, et vous voyez qu'en fait, ces quatre grandes tendances sont partagées, hein, sur à la fois la zone IMEA, mais plus largement dans le monde. S'agissant de la diversité et de la flexibilité des packages, on observe aujourd'hui trois types de packages qui sont en place. Alors, le premier, ce sont les entreprises qui ne proposent aucun choix. Donc, les salariés se voient affiliés obligatoirement à des régimes collectifs identiques en tout et pour tous, que ce soit en santé, en prévoyance, la retraite, l'épargne salariale, l'individuel accident, les garanties maladie redoutée ou la dépendance. On a la même chose pour tout le monde. Le deuxième type d'entreprise, le deuxième groupe d'entreprises, ce sont celles qui offrent un socle obligatoire avec l'accès à un choix d'options dans ce modèle collectif. Alors, sur les garanties d'essai, par exemple, on va pouvoir choisir entre capital, rente éducation, invalidité majorée. On va avoir des cafétérias planes en santé, des profils d'investissement différenciés en retraite ou en épargne salariale. C'est vraiment les premiers pas de la flexibilisation des bénéfices dans ce sujet. Et puis, on voit ceux qui ont décidé d'allouer un montant forfaitaire à des bénéfices complètement flexibles. Moi, employeur, je donne à mes salariés un budget de 1 000 euros par an et ils vont le mettre là où ils le souhaitent. Sur des crèches, sur de la salle de sport, sur de l'aide aux aidants, sur des garanties maladies redoutées, je laisse le choix à mes collaborateurs d'utiliser le budget que je leur alloue par eux-mêmes. Alors, quand on regarde les chiffres, hein, sur le socle obligatoire, et les choix d'options, donc le deuxième paquet, la tendance est vraiment à la hausse. C'est-à-dire que 21% des employeurs se proposaient en 2017, au moment de l'enquête, de passer sur ce type de formule, 35% en 2019. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience qui est faite, hein, une tendance de fond qui arrive et qui va se confirmer, hein, sur 2020 et les années suivantes, à travers cette première étape de l'individualisation qui est un socle obligatoire avec un choix d'options. Euh, on retrouve cette tendance également à la croissance, hein, sur la partie flex, puisque 10% des entreprises interrogées expliquaient qu'elles étaient sur cette approche-là en 2017, 18% en 2019, et puis on voit, hein, sur la zone IMEA d'ailleurs une progression encore plus forte, hein, parce qu'on passerait à 43% des entreprises interrogées qui iraient sur ce genre de choses.
Euh, mais la réponse accessible et adoptée par nombre d'entreprises est celle des garanties individuelles facultatives. 37% des entreprises en ont, et sur un sujet ou sur un autre, hein, d'ailleurs. 45% envisagent d'en avoir à 3 ans. Euh, 9%, d'ailleurs, nous l'avons observé sur les complémentaires à l'occasion du contrat responsable, puisque c'était une demande qui s'est quasi généralisée sur tout le marché. 9% des bénéficiaires d'ailleurs étaient couverts par une surcomplémentaire en 2016, 29% en 2018, et puis ça progresse, hein, au fur et à mesure, puisque quand on parle de ces chiffres-là, on n'est pas uniquement sur l'entreprise ayant choisi de proposer cette surcomplémentaire, mais sur le nombre de bénéficiaires, donc de salariés, qui ont décidé de souscrire à cette option surcomplémentaire. Et quand on regarde sur les 29% de salariés qui avaient souscrit en 2018, la moitié l'avait fait sur un régime individuel facultatif proposé par l'employeur. Cette démarche, on la voit également apparaître sur la retraite avec les VIF, qui sont encouragés bien évidemment par les avantages fiscaux qui ont été encore confirmés sur le sujet. Quand on regarde le sujet de la flexibilité, on s'aperçoit quand même que plus mon programme est flexible, plus je suis satisfait et pleinement satisfait du choix que j'ai fait. Alors, pour conclure cette partie, je soulignerai que les salariés qui ont du choix sont largement plus satisfaits, hein, de leur package que ceux qui n'en ont pas. C'est ce qu'on voit sur le slide à l'écran. Lorsque l'on mesure la satisfaction des salariés, hein, sur leur package, ceux qui ont le niveau de flexibilité le plus élevé se déclarent satisfaits à 69% de leur package. Euh, alors que ceux qui n'ont qu'un socle obligatoire ont un taux de satisfaction à peu près de 39%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en parallèle de tout ça, la poussée des générations X et Y va certainement renforcer le mouvement. On avait dans le passé, je vous le disais tout à l'heure, des partenaires sociaux qui étaient entre 40 et 50 ans sur des fonctionnements collectifs, hein, c'est le principe de la mutuelle, où tout le monde a la même chose et on se serre les coudes. Là, les générations X et Y arrivent avec des attentes personnelles. Elles sont clientes de l'entreprise et elles attendent que leur package soit fabriqué de manière à s'adapter à leurs besoins à eux personnellement et pas spécialement pour couvrir l'ensemble des besoins de tout le monde. Ce qu'on peut imaginer, c'est que dans les prochaines années, avec le renouvellement des équipes et de la pyramide des âges, c'est que ces générations X et Y deviennent représentants syndicaux, participent aux choix que vous allez devoir organiser sur la protection sociale, et que ce besoin en fait de personnalisation devienne une vraie thématique de fond sur la refonte des programmes. Euh, la question, c'est combien de temps il nous reste, toutes les entreprises, hein, pour anticiper ce mouvement de fond. Euh, En attendant, ce qu'il faut se dire, c'est que repenser les packages pour offrir flexibilité, diversité, personnalisation, ne doit pas entamer la gouvernance et le pilotage des bénéfices, et plus largement des packages. Et ça, c'est une des grandes thématiques en fait qui ressort également derrière tout ça. C'est oui à l'individualisation, mais quelle est la complexité à la fois en termes de gestion, en termes de vente pour les collaborateurs? Comment est-ce que le collaborateur, simplement, dans une expérience client simple, arrive à s'y retrouver dans des grilles de garantie santé, des placements retraite, alors qu'aujourd'hui ça leur paraît déjà assez opaque. Donc ça c'est une des grandes batailles, hein, qui vont arriver au-delà d'ouvrir les vannes de l'individualisation. C'est comment on va pouvoir souscrire, comment on va pouvoir comprendre les avantages sociaux qui sont proposés, et puis également comment tout ça sera géré. Et ça, c'est l'enjeu aussi de tous les opérateurs, hein, sur le marché aujourd'hui.
de commencer à individualiser les garanties et de se mettre en ordre de marche pour accepter tantôt la souscription d'une option spécifique pour mon conjoint cotisant ou non cotisant sur un renfort quelconque. Est-ce que je propose des garanties semi-collectives à des ayants droit qui sont différents? Est-ce que je suis en capacité à proposer à un célibataire sans enfant une garantie dépendance plutôt qu'une garantie décès? Voilà, tout ça rentre dans une réflexion assez globale, avec la contrainte bien sûr des évolutions juridiques et des minimums obligatoires pour l'entreprise. Mais on voit bien au final qu'il y a une attente forte des collaborateurs, il y a une écoute attentive de la part des entreprises et il y a une réflexion assez générale sur le marché sur l'accompagnement de cette flexibilité parce qu'au final, le point central, c'est l'amélioration du contentement des collaborateurs. Les packages de bénéfices et de rémunération sont aussi là pour maintenir dans l'entreprise les talents, savoir en attirer d'autres. Et ces budgets qui sont importants doivent être utilisés de manière un peu plus structurée pour devenir de vrais leviers de la politique de rémunération globale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les grandes tendances qu'on a identifiées à travers les différentes études qui ont été réalisées maintenant il y a 18 mois. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, posé quelques questions. Je vais regarder tout de suite. Euh, alors, le pourcentage de réponses en France et dans le monde. Alors, on a eu des réponses assez importantes puisqu'en France, les salariés étaient à peu près 1 millier à répondre sur la partie France. Sur les réponses que nous avons reçues dans le monde sur des salariés, on était entre 30 et 40 000 personnes qui ont répondu et on a 30 000 réponses complètes qui ont été exploitées. Une autre question qui était posée, pour la cohérence, comment peut-on répondre? Puisque d'un pays à l'autre, la dépense et la consommation peuvent être différents, la prise en charge du régime obligatoire peut être différente. Oui, en fait, c'est la vraie surprise qu'on constate sur cette étude, c'est que là où on pourrait penser que la France est très spécifique avec un cadre réglementaire et législatif normé, cadré, une intervention d'ailleurs du régime obligatoire extrêmement forte, parce que en frais de santé, 75% des dépenses de santé sont portées par la sécurité sociale. Eh bien, non, on constate que les besoins, les attentes des salariés, les grandes tendances de réflexion des entreprises sont les mêmes, avec plus ou moins d'intensité. Il peut y avoir des écarts de prégnance sur telle ou telle thématique, mais on retrouve les mêmes tendances un peu partout. Euh, une autre question, quelles sont aujourd'hui les possibilités de flexibilité proposées tout en étant conforme aux contraintes juridiques? Alors, sur la santé, on a des contraintes effectivement juridiques qui sont liées au panier de soins, que ce soit le panier de soins de l'ANI, du contrat responsable, ou même des approches collectives. Mais on peut s'interroger sur le fait que avec le RAC 0, demain potentiellement, on reste sur une offre de base. Et que pour les gens qui veulent avoir une qualité de dents ou des lunettes qui soient hors contrat responsable, on peut très bien aller au-delà. Euh, c'est simplement une question de sujet de montage fiscal. 1 euro proposé par l'entreprise sur un contrat responsable n'a pas la même valeur qu'1 euro sur un contrat non responsable parce qu'il y a un frottement fiscal. Et ça s'organise, ça peut se faire. Un autre exemple que je donnais tout à l'heure sur les bénéfices qui seraient variables, c'est avec la refonte de l'Arco-Lagir que la Convention de 47 sur l'obligation de couvrir les cadres sur le décès pourrait potentiellement demain disparaître. Il n'y a rien encore qui est écrit dans ce sens, mais ça pourrait disparaître.
on pourrait imaginer, moi je suis par exemple célibataire et sans enfant, mon capital d'essai versé à mes héritiers n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. C'est pas ça qui va me faire me lever le matin pour me dire c'est super, j'ai un avantage social extrêmement important. Ce qui va plutôt m'intéresser, c'est effectivement, je suis célibataire sans enfant, j'ai potentiellement des risques de dépendance, que ce soit pendant ma vie active ou après. Est-ce que je ne peux pas convertir mon capital d'essai, le budget financé par l'employeur ou par moi-même, est-ce que je ne peux pas le convertir en contrat dépendance? Je peux être aussi intéressé sur de l'aide aux aidants. Comment est-ce que je suis célibataire sans enfant, je peux convertir mon capital d'essai en un budget pour m'aider parce que effectivement mes parents sont âgés et j'ai besoin d'avoir un budget pour me désengager un peu du quotidien de certaines tâches. Euh, il y a énormément de pistes. Le sujet va être de bien identifier quelles sont les attentes en fait des collaborateurs et de trouver les bénéfices qui correspondent à ce genre de choses. Plus largement, on pourrait rentrer sur des bénéfices de type le téléphone, la voiture, la tablette, qui sont aussi des sujets qui sont traités par l'entreprise aujourd'hui, mais qui sont regardés de manière silotée. Quelle est la stratégie globale en fait que l'entreprise peut proposer demain à ses collaborateurs en prenant l'intégralité de ses bénéfices. D'où la question comment ensuite je permets à mes salariés de faire le choix de manière simple, puisque ça peut devenir extrêmement complexe. Voilà. J'espère avoir répondu à peu près toutes les questions qui m'étaient posées. Sachez que ce webinaire a été enregistré et sera disponible sur nos sites Willis Towers Watson. Si vous avez des questions, vous pouvez encore nous les poser directement sur le site ou directement également à vos contacts habituels. Je serai tout à fait disposé à aller un peu plus loin avec les uns et les autres si vous le souhaitez sur d'autres données. Sachez que l'étude dont je vous ai présenté une synthèse sur un aspect précis qui était les grandes tendances est extrêmement copieuse. Si vous souhaitez en avoir une explication en face à face avec l'un de nos collaborateurs, on sera tout à fait enchanté de pouvoir le faire. Et je vous rappelle que ce webinaire était le troisième d'une série dans lequel nous étions déjà intervenus sur les problématiques du bien-être, qui était présenté par Anne Cavell et que vous pouvez retrouver en ligne également sur nos sites. Et également un deuxième webinaire sur la retraite. Alors, mon collègue me dit que on en a fait un quatrième, donc je crois que j'ai oublié. Ah oui, et pardon, les avantages sociaux dans le monde, qui était organisé bien évidemment par Maude Mercier, qui était extrêmement intéressant parce que justement, elle venait confirmer ces grandes tendances que vous retrouvez en France, mais qui étaient à peu près les mêmes à quelques modulation près sur certains pays. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur nos sites. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on sera extrêmement content et enchanté de pouvoir compléter ces présentations et de vous en faire une restitution. Et bien évidemment, on vous informe déjà que vous aurez la chance dans quelques mois de répondre vous-même aux prochaines enquêtes, puisque nous relancerons dans quelques temps l'enquête Benefit Trend Survey, qui est l'enquête employeur. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir être dans le panel de répondants. Sachez que quand vous le faites, vous avez la possibilité d'avoir une restitution personnelle de vos chiffres benchmarkés avec le reste des répondants. Merci à tous pour votre attention, bon appétit et à bientôt. Au revoir.